J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. L'histoire des armées secrètes débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle menace se précise, celle de l'Union soviétique. C'est le début de la guerre froide. Face à la menace soviétique, l'Europe, avec les États-Unis, se dote d'une alliance militaire. Une dizaine de pays créent l'OTAN en avril 1949. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord installe son siège à Paris. En parallèle, et pour renforcer leur dispositif militaire, l'OTAN et les États-Unis créent dans toute l'Europe une armée secrète appelée Stay Behind, en français, rester derrière. Son objectif est de mener une guerre de résistance à l'intérieur de chaque pays, en cas d'invasion soviétique. Depuis la libération, la présence militaire française en France est massive et ambiguë. En plus du siège de l'OTAN à Paris, le pays abrite plusieurs bases américaines. La CIA, dirigée par Allen Dulles, y mène toute la lutte anticommuniste. En 1958, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, il se rend compte que le pays est littéralement sous la coupe des Américains. Il existe donc également une armée secrète en France. Elle est en partie composée des parachutistes du 11e choc. Ils sont basés à Sercotte, près d'Orléans, en Corse, et à Collioure, à la frontière espagnole. Ils sont placés sous commandement militaire français. Ces hommes dérapent alors en pleine guerre d'Algérie. Le 20 avril 1961, les officiers de l'armée secrète vont intervenir sur la scène politique et militaire française. Leur action va mettre en danger la Ve République. Le général Chasles, aux côtés des généraux Zeller, Salan et Jouhaud, font un putsch à Alger contre l'indépendance de l'Algérie. Ils vont tenir du 21 avril au 26 avril 1961 grâce à la mutinerie d'une partie des troupes françaises et le soutien de la CIA. Mais avec l'appel au calme du général de Gaulle le 23 avril, l'insurrection perd de sa force. Et le 26 avril 1961, tout rentre dans l'ordre. Les généraux Chasles et Zeller sont arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. Salan et Jouhaud s'enfuient et fondent l'OAS, l'organisation armée secrète. À coup d'attentat, cette organisation tente de garder à tout prix l'Algérie française. Ils seront aussi arrêtés et condamnés. Les hommes de ce réseau français seront pardonnés par De Gaulle, mais pas l'OTAN. De Gaulle a eu toutes les difficultés du monde à partir du moment où il a déclaré que l'Algérie serait indépendante. Il y a eu de nombreuses tentatives d'attentats contre lui. À l'époque, bien sûr, nous ne connaissions pas l'existence d'une armée secrète. Dans les années 60, il y avait l'OAS, l'organisation armée secrète, mais nous ne savions pas qu'en parallèle, il y avait cette autre armée secrète de l'OTAN. Qui en étaient les membres? À quel groupe appartenaient-ils? Comment cela fonctionnait-il? Nous n'en savons encore rien à ce jour. Après le putsch d'Alger, les attaques de l'OAS, l'ingérence américaine dans les affaires françaises devient intolérable. De Gaulle a en plus toujours eu de mauvaises relations avec les États-Unis. Cette politique intrusive de l'OTAN et des États-Unis conduit finalement De Gaulle à prendre une décision irrévocable. En octobre 1966, la France quitte l'OTAN. Le siège de l'Alliance militaire atlantique déménage à Bruxelles, en Belgique. Le fait est que l'Occident ne se trouve plus actuellement menacé comme il l'était quand le protectorat américain fut installé en Europe sous le couvert de l'OTAN.
il faut ajouter que notre pays devenant de son côté et par ses propres moyens une puissance atomique est amené à assumer lui-même les responsabilités politiques et stratégiques que cela comporte. Et responsabilités que leur nature et leur dimension rendent évidemment inaliénables. Et enfin, la volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle et pour qu'elle puisse être utile aux autres. Cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Par conséquent, la France, sans revenir sur son adhésion à l'Alliance atlantique, la France va d'ici au terme fixé comme ultime aboutissement de ses obligations, et qui est le 4 avril 1969. La France va d'ici là continuer à modifier les dispositions actuellement pratiquées pour autant que ces dispositions la concernent. Autrement dit, ce qu'elle a déjà fait dans certains domaines hier, elle le fera demain dans d'autres, en prenant, bien entendu, les dispositions voulues pour que les changements s'opèrent progressivement et pour que ses alliés ne s'en trouvent pas soudain et de son fait incommodés. Et d'autre part, elle se tiendra prête, suivant ce qu'elle a déjà réalisé et à différents points de vue, elle se tiendra prête à régler avec tels et tels d'entre eux, je parle des alliés, les rapports pratiques de coopération qui pourront paraître utiles de part et d'autre, soit dans l'immédiate, soit dans l'éventualité d'un conflit. Et cela vaut naturellement pour la coopération alliée en Allemagne. Au total, il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français, en fait de sol, de ciel, de mer, de force, et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises. Nul n'avait prévu que le printemps 1968 en France serait synonyme d'émeute, de révolte ou même de révolution. Nous avons tous encore présente à l'esprit la chronologie de ces événements qui ont marqué l'histoire de France, l'autorité de l'État bafouée, l'ordre bouleversé, le régime ébranlé, le pays paralysé. Retour sur ce jour de 2015 où la France apprend que les États-Unis écoutent l'Élysée. There was considerable fear within the Elysee that this would build up to such a crescendo where something would have to be done as a significant, at least symbolic gesture. For example, giving Edward Snowden asylum or me asylum or expelling the US ambassador. That actually would have been very normal considering they were spying on the French presidencies. And you could see a political mood developing for that to happen. The US government, in response to our publications, said to France, hey, settle down. What we'll do to compensate you is we will give you more of our spying data, that, you know, the spying that we're doing on the Germans, the spying that we're doing on Africa and so on. We'll give you some more of that data. And because of the terror about, because of the fear of Islamic terror attacks in France, that is something that the United States can use to control France. So yes, we spy on your presidents, and even more importantly, we spy on the vast majority of French industry, intercepting every contract. But look, if you complain about it, we can stop feeding you information, and then there'll be more terrorist attacks in France. This is a mafia tactic. It's a protection racket. So
well, look, you better pay something to me to be protected. And if you don't, something bad could happen to you. And if you do, something good could happen to you. So it's, in our cables, they speak about Sarkozy. Sarkozy the American, as he is called. And he pushed France into ever closer cooperation with the United States at intelligence and military level. Okay, and that actually happened. And while France is an independent nuclear weapons country and has its own culture and its own language, which is large enough to be something, at the intelligence service level, at the deep state level, there's such a desire for interaction that the exterior culture is not able to properly manifest itself. When we revealed that the past 3 presidencies had been deeply penetrated by the United States and that those presidents personally spied on, what should have been the correct response of the DGSE and other French intelligence services? It should have been to come immediately to us and say, do you have more? Can you explain more? Do you know anything else that will help us understand how we failed in our job to protect the president from US spying? That didn't happen. Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, la France a été attaquée en son cœur, à Paris, dans les locaux même d'un journal. Demain sera une journée de deuil national, je l'ai décrété. Il y aura à 12 heures un moment de recueillement dans tous les services publics. Et j'invite toute la population à s'y associer. Les drapeaux seront en berne 3 jours. Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture, c'est la création, c'est le pluralisme, c'est la démocratie. C'est ça qui a été visé par les assassins. Nous devons aussi protéger tous les lieux publics. Et le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le plan Vigipirate attentat. C'est-à-dire que des forces de sécurité vont être déployées partout, là où il peut y avoir le début d'une menace. Nous devons cette vérité à nos peuples. Il y aura d'autres attaques, des attaques d'ampleur, c'est une certitude, et cet hyperterrorisme est là pour durer, même si nous devons, bien entendu, le combattre avec la plus grande détermination. Nous avons des Européens qui disent justement les Américains ont fait du terrorisme en Europe. Et là, les Américains, ils voulaient pas confirmer ça. Ils ont toujours dit c'est pas vrai. On n'a jamais fait du terrorisme en Europe. On l'a peut-être fait en Nicaragua, on l'a peut-être fait en Chili, on l'a peut-être fait au Vietnam, on l'a peut-être fait en Irak, mais pas en Italie, pas en France, pas en Allemagne. Avec le terrorisme, on peut très bien choquer la population. On a maintenant eu un acte de terrorisme à Paris en janvier 2015 et on l'a vu, les gens ils sont choqués. Et ce que Vinci Guerra a expliqué déjà dans 1986, il a dit avec le terrorisme, on peut après faire du politique. C'est-à-dire, il faut attaquer les gens qui n'ont rien à faire avec la politique et puis après, tout un choc. Les gens, ils sont prêts à sacrifier les libertés. Avant, c'est très important, avant, ils ne sont pas prêts. Si on va chez les gens, on dit, écoute, maintenant, j'ai besoin d'écouter ton cellulaire, ton téléphone. Les gens vont dire, mais ça ne va pas. Je ne veux pas. Je ne suis pas intéressé. Mais s'il y a un acte de terrorisme et le service secret ou le gouvernement, eh bien, il dit, chers citoyens, c'est grave, c'est dangereux. Maintenant, on va écouter vos téléphones pour vous protéger. Una democrazia bloccata, ma soprattutto
Une démocratie bloquée, une démocratie manœuvrée depuis l'extérieur. Notre pays était manœuvré par la CIA. Les choix des présidents de la République, ceux des chefs des gouvernements étaient tous décidés depuis l'étranger. Je l'ai compris très tard, beaucoup trop tard. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.